d'être présent à cette session. Donc, sur le thème mes impressions sur les listbox. Et donc, on va parler de comment imprimer les listbox. Donc, mon nom, Christian Simon. Donc, je suis développeur, formateur. Je suis randonneur aussi. Donc, comme un développeur, je sais d'où je pars. Enfin, c'est ce que je crois à chaque fois. Je ne sais pas toujours où je dois aller. Et quand j'arrive quelque part, je ne suis pas sûr d'être arrivé là où je devais aller. Mais j'essaye de faire ce que je peux pour faire au mieux. Voilà. Et donc je suis également formateur pour 4D sur les thématiques comme le web, les listbox. Voilà. Donc le sommaire de cette présentation. Donc c'est une présentation qui va partir du début sur l'impression des listbox et puis essayer de voir notamment le mode prévisualisation, le mode avancé, avec le système de chargement de formulaire, l'impression de listbox dynamique créée avec des variables dynamiques, et puis quelques options d'impression comme afficher avec, imprimer avec ou sans en-tête par exemple. Et donc le sommaire, il est exactement écrit comme on va imprimer une listbox. Voilà. Donc un petit rappel sur les listbox. Ce sont des objets d'interface avec des propriétés spécifiques et le fait que l'on va avoir à l'intérieur de l'objet listbox différents objets, les colonnes, les lignes, pour chaque en-tête de colonne, un objet qui est une sorte de bouton, la possibilité d'avoir des pieds de page, des pieds de colonne, et donc on va pouvoir gérer chacun de ces éléments. Donc on peut avoir des colonnes avec des sources de données, des tableaux. Et dans cette session, on va s'intéresser aux listbox avec pour source de données la sélection courante. Tout ce qu'on verra s'applique également, pratiquement sans aucun changement, à des listbox de type tableau. Donc les listbox, elles existent depuis 2004. On a pu commencer à imprimer les listbox à partir de la version 12 de 4D. Et pour ma part, j'ai dû commencer à imprimer les listbox, vraiment les imprimer à partir de la version 14. Auparavant, je me contentais d'afficher des listbox et puis de continuer à utiliser l'éditeur d'état rapide pour imprimer les listbox. Et donc, je suis passé à une autre utilisation pour les listbox. Donc, pour ces objets d'interface, on a les colonnes, les cellules, les lignes. Ce qui est intéressant, c'est quand on manipule les listbox, c'est de savoir la listbox, elle a le focus, et ensuite il y a l'objet qui est cliqué. Et donc on va faire attention à la listbox, mais également à quelle colonne a été cliquée, quelle en-tête a été cliquée, etc. Et pour manipuler les listbox, on va utiliser essentiellement les commandes du thème listbox, les commandes du thème objet formulaire, et puis des colonnes d'impression, des méthodes d'impression pour faire nos impressions. Et on peut avoir des méthodes dans les objets de chaque colonne ou des méthodes globales à l'objet listbox. En fonction de ça, il faudra soit gérer la colonne, soit détecter quelle colonne a été cliquée si on met le code dans l'objet de la listbox. C'est un peu la même problématique entre les développeurs qui aiment bien mettre du code dans l'objet ou les développeurs qui mettent tout leur code dans la méthode formulaire et puis qui ensuite utilisent des pointeurs pour savoir quel objet a été cliqué. Il y a différentes écoles, des avantages, des inconvénients. Je ne jugerai pas de laquelle est la meilleure. Donc à partir de la V12, on a deux modes d'impression qui sont proposés. Le mode prévisualisation et le mode avancé. Donc le mode prévisualisation, on va commencer par le voir, mais on ne peut pas aller très loin avec. Ça ne nous permettra pas de faire grand chose. Donc le mode prévisualisation, il permet d'imprimer directement une listbox, comme on peut imprimer un formulaire, et la listbox, elle sera imprimée exactement telle qu'elle apparaît à l'écran, donc
avec ce qui est visible comme données, le nombre de lignes visibles, pas plus, dans la taille où elle est. Et donc on va pouvoir utiliser une des commandes standards d'impression de 4D. Du coup, s'il y a des lignes qui ne sont pas visibles à l'écran, on ne pourra pas les voir. Donc on va faire une démo directement. Voilà. Donc ici, j'ai une listbox de type source de données sur une table. On voit 24 lignes. Je fais un imprimé prévisualisation. Et donc je vois exactement les lignes visibles. La listbox, il reste de l'espace en bas de la page. On n'a pas plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme commande? J'ai utilisé une commande standard du type printform, le nom du formulaire. Et donc, ça m'imprime en prévisualisation ce formulaire-là. Alors, pourquoi sur ce formulaire, on ne voit pas les boutons, on voit juste liste des personnes et la listbox? C'est parce que ce formulaire, on a les taquets d'en-tête, les boutons sont au-dessus des taquets d'en-tête. Voilà, pas de questions sur ce mode prévisualisation, vous voyez c'est rapide et c'est très limité, mais ça peut permettre d'avoir effectivement une prévisualisation de ce que ça va donner. Donc ensuite on a la programmation en mode avancé. Et donc pour cette programmation, on va utiliser la commande ouvrir tâche d'impression et on terminera toujours avec la commande fermer la tâche d'impression. Donc la commande ouvrir tâche d'impression, elle a deux intérêts. Le premier, c'est qu'elle met l'imprimante en mode occupé et donc du coup toutes les commandes d'impression que vous allez les envoyer entre l'ouvrir tâche d'impression et le fermer tâche d'impression seront regroupées et ça vous évitera d'avoir des différentes impressions intercalées les unes avec les autres. La deuxième, c'est que c'est une commande qui permet, par exemple dans une listbox, d'imprimer plus que ce que l'on voit à l'écran. Donc normalement, elle devrait évoluer dans le temps pour permettre, par exemple, d'imprimer des zones web avec le contenu d'une zone web, même avec la partie qui n'est pas visible à l'écran. Pour l'instant, c'est un projet. Je ne pense pas que ça soit réalisé aussi. Un point important, les commandes modifiant les paramètres d'impression doivent être appelées avant d'ouvrir tâche d'impression. Donc une commande d'option d'impression ou de paramètres d'impression, vous devez d'abord utiliser cette commande-là et ensuite faire ouvrir tâche d'impression. Voilà. D'autres commandes qui vont nous être utiles, c'est la commande imprimer objet, qui nous permettra de dire quel objet imprimer parmi tous les objets présents sur le formulaire et qui nous retournera vrai si l'objet est totalement imprimé. Donc notamment dans le cas de l'objet de listbox, c'est là où ça sera vraiment important. Tant qu'il y aura des lignes encore à imprimer, il nous retournera faux. Et donc on pourra faire une boucle pour imprimer jusqu'à ce temps qu'on ait imprimé toutes les lignes. La commande objet fixé défilement, ça vous permet dans un formulaire de forcer le défilement comme si l'utilisateur faisait défiler la listbox. En impression, ça vous permettra de dire commencer à imprimer à partir de telle ligne. Et donc, il y a des cas où ça peut être utile. Donc pareil, on va faire un exemple. Donc impression avancée. Donc vraiment le principe de base, le plus simple, je vous montre d'abord ce que ça donne. Donc systématiquement, je fais un aperçu avant impression parce que je force l'option, comme on n'a pas d'imprimante ici. Voilà. Donc il m'imprime la listbox. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il va m'imprimer autant de pages que nécessaire pour imprimer les lignes 22 à 42, puis les lignes 43
A63, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des lignes en sélection. Donc ici, j'ai imprimé la totalité de mes lignes affichées dans le formulaire. Donc le code. On commence donc par avoir la commande de paramètres d'impression, puisqu'elle doit être appelée avant d'ouvrir le job d'impression. Ça ne vous dérange pas les commandes en anglais? Non. Non. Voilà. Donc on ouvre l'impression et ensuite on va charger le formulaire. Donc quand il charge le formulaire, il le charge tel qu'il est en structure. Ça c'est un point important pour la suite. Et éventuellement, si dans le formulaire il y a un événement surchargement, c'est à ce moment-là que l'événement formulaire qui est dans surchargement sera exécuté. Donc ensuite, on rentre dans une boucle, et tant que c'est nécessaire, voilà. Tant que c'est nécessaire, on va imprimer l'objet listbox. Donc ici, j'appelle le nom de l'objet de la listbox. Je récupère une information pour savoir si la listbox est totalement imprimée. Donc au final, ici, la commande print objet va me renvoyer la même information que la commande listbox get print information. Et je fais un page break pour afficher la page imprimée. Et je boucle autant de fois que nécessaire. Si je fais comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai imprimé toutes mes lignes de listbox. Maintenant, si je veux imprimer d'autres objets que la listbox par rapport à ce que j'ai sur ma page, par exemple le titre, liste des personnes, je vais changer mon code pour récupérer les objets qui sont sur la page. Donc on commence exactement pareil. On charge le formulaire et dans un tableau d'objets, on récupère tous les objets qui sont sur la page. Donc ici, j'ai récupéré 6 objets. La listbox, les boutons et le texte. Donc j'ai récupéré les noms d'objets. Ensuite, je vais boucler autant de fois que nécessaire pour imprimer toutes les lignes de la listbox. Et je vais, pour chaque objet, décider est-ce que je l'imprime ou non. Donc ici, j'ai fait un cas simple. Si c'est un objet de type listbox, donc si objet get type me renvoie que ce n'est pas un objet de type listbox, j'imprime l'objet et je ne m'occupe de rien d'autre. Si c'est un objet de type listbox, je vais m'intéresser à la réponse, est-ce que la listbox est imprimée totalement avec toutes ces lignes ou pas. Et donc tant que j'aurai pas fin $LB, la variable locale, à true, ou j'aurais pu utiliser $OKLB à true, je continuerai à boucler pour imprimer toutes les pages nécessaires. Donc évidemment, je pourrais aussi utiliser objet getType pour vérifier si c'est un objet de type bouton, ne pas l'imprimer. Ici, pour simplifier le code, je ne suis pas rentré dans ce type de considération. Une fois que j'ai fini d'imprimer, je referme ma session d'impression. Oui. Sur ta listbox, là, tu ne fais pas une répétition tant que c'est pas fini, par contre. Tu devrais peut-être, non? C'est-à-dire? Là, tu boucles sur tous les objets, et si c'est une listbox, tu l'imprimes et tu regardes l'état, oui. Et en fait, tu ne boucles pas jusqu'à ce que l'état soit vrai. Si, puisque j'ai toutes mes pages. Je boucle jusqu'à ce que ça soit vrai, c'est pour ça que j'ai toutes mes pages.
il y a un repeat ici, jusqu'à ce qu'elle soit vraie. Ah, d'accord, ok. Ok. Non, mais c'est bien de poser des questions. Il vaut mieux comprendre toutes les étapes et qu'on soit bien d'accord. Donc effectivement, ici, je boucle autant de fois que nécessaire et Et pourquoi deux variables de la hockey et de la hockey c'est juste pour la démonstration. Je pourrais très bien mettre ça en commentaire et remplacer ici, ça fera la même chose. D'accord. Okay. C'est juste pour illustrer l'utilisation de cette commande listbox getPrintInformation. Où est-ce que c'est que l'objet listbox, il change tout seul automatiquement la ligne de début des oui, rappels 4D fait le comptage quand on rappelle. Tant qu'on est dans notre printing job, il fait un avancé dans la sélection entre guillemets. Quoi. Je dis bien entre guillemets parce que si on faisait où est-ce qu'on en est dans la sélection, oui. On n'aura pas le fait qu'on en est à telle ligne ou telle ligne. Par contre, l'Xbox getPrintInformation, dans tous les paramètres qu'il a, on va pouvoir choisir comme paramètre, par exemple, lire numéro dernière ligne imprimée. Et donc on saura par exemple qu'il a imprimé la 21, puis qu'à la deuxième boucle on en est à la 43, et donc on sait où on en est à la fin de l'impression de chaque tour. Donc ça c'est un autre exemple des sélecteurs avec la commande listbox lire information impression. Donc on a lire numéro dernière ligne imprimée qui est intéressant, le nombre de lignes imprimées, la hauteur imprimée. La hauteur imprimée, ça peut être intéressant si vous voulez jouer en fonction de la hauteur de votre zone d'impression pour imprimer plus ou moins d'autres objets au-dessus ou enfin plutôt en dessous, et ainsi de suite. Oui. Mais là, il imprime 21 lignes, c'est paramétrable ça ou pas? Alors c'est paramétrable, effectivement, c'est paramétrable de différentes façons. Et donc, ça dépend de la taille de la listbox. Donc justement, une des étapes suivantes, c'est de se dire, ma listbox, je vais la dimensionner en fonction de ma zone d'impression verticale. Et donc, je vais récupérer les coordonnées de la listbox et en fonction de la hauteur verticale, redimensionner avec object set coordinates ma listbox. Donc ça c'est l'étape suivante. Il faut que je retrouve ma listbox. Donc voilà. Ici, si je refais l'étape d'avant, on voit bien que ma listbox n'occupe pas toute la hauteur, il reste de l'espace, elle est telle qu'elle est sur mon formulaire de base. Donc étape suivante, je vais redimensionner ma listbox. Donc je vous montre le résultat et ensuite on regarde le code. Donc voilà, ici j'ai redimensionné ma listbox jusqu'en bas de la zone d'impression. Donc le code, toujours le même début, les paramètres d'impression, j'ouvre le job d'impression, je charge le formulaire, et là j'utilise la commande getPrintable_area pour récupérer la hauteur du papier. Donc en nombre de pixels, la hauteur. Évidemment, en fonction des imprimantes, ça peut légèrement changer. Et ensuite, je récupère tous les objets. Et donc, si c'est un objet standard, je l'imprime. Si c'est l'objet de type listbox, je commence à récupérer ses coordonnées. Je compare les pixels, la position bas de la listbox par rapport à la hauteur du papier. Moins 10, je me mets une marge, ça c'est variable, et en fonction de ça, je fixe
une nouvelle dimension. Donc là, j'étais à 536 et je récupère 808 pixels, ce qui fait que je vais changer le bas de ma listbox à 808 pixels. Et j'imprime ma listbox. Voilà. Ça gère les hauteurs variables de la listbox. Qu'est-ce que vous entendez par les hauteurs variables? La taille suivant le tableau de la hauteur de... Alors, par programmation, je pourrais changer la hauteur des lignes. À partir du moment où donc là j'ai bien ma listbox, hein. À partir du moment où dans mon code, voilà, à partir du moment où j'ai chargé le formulaire, ici, dans la méthode du formulaire, ou à cet endroit-là, de la même façon que je change les coordonnées de l'objet, je pourrais faire des commandes sur la listbox pour changer la hauteur des lignes, pour changer la largeur des colonnes, changer la taille de la police, et ça serait affecté. Ok. Donc ça, c'est les bases de l'utilisation d'une listbox. Et donc avec tout ce qu'on a vu ici, on a déjà la possibilité de faire une impression avancée de nos listbox. Des questions jusque-là? Oui, Oui. Ça veut dire que la listbox réagit à l'impression de corps au fur et à mesure qu'on imprime? Si on veut faire un traitement particulier sur chaque ligne qu'on imprime? Oui, on pourra. Oui. Oui. Pour la première page, donc vous redimensionnez. Oui. Quand vous passez à la deuxième page, est-ce que le redimensionnement est resté ou est-ce que ça reprend la taille dans le formulaire visualisé à l'écran? Au deuxième passage. Tant qu'on ne recharge pas, a priori, ça... Tant qu'on ne recharge pas, ça maintient. Donc il y a des choses que je pourrais sortir de ma boucle pour aller plus loin dans la question. Tout à fait. Oui. Je voudrais préciser la demande de monsieur. En fait, il parlait des listbox maintenant avec des lignes variables automatiques, dynamiques. Donc là, vous avez un tableau. Qu'est-ce qui se passe si on arrive sur une ligne qui est trop longue, qui est trop haute pour être imprimée en bas de la page? Je n'ai pas testé. Pardon? Je n'ai pas testé, je ne pourrais pas vous répondre. Mais c'est une question qui est intéressante. Et visiblement, 4D, il ne va pas nous mettre en plus une ligne tronquée en bas. Déjà. Non, normalement, déjà il le gère plutôt bien ça. Donc, mais j'ai pas encore fait ce test-là. Donc ici, jusqu'à maintenant, on avait des impressions de l'Xbox telles qu'elles sont en structure. J'ai une listbox, j'ai ouvert ma listbox et je l'imprime telle qu'elle est en structure. Maintenant, dans mes applications, j'ai des listbox où les utilisateurs peuvent les changer, charger des modèles, ce qui fait qu'on part presque d'une listbox. Donc par exemple ici, je vais revenir plutôt à la listbox précédente. Si je prends la colonne ville et que je la déplace en deuxième position, donc j'ai bien ID, nom, ville, prénom. Si je fais une impression tel que c'est programmé, il va me faire ID, nom, prénom, naissance, ville, parce que il a chargé le formulaire tel qu'il est en structure et il imprime tel que c'est en structure. Donc la prochaine étape, c'est se dire, je veux que si l'utilisateur fait des modifications sur le formulaire d'affichage, j'imprime avec les modifications faites par l'utilisateur. Donc, si j'imprime ici, ça va être le même fonctionnement qu'avant. Évidemment, je récupère la même chose. Maintenant, si je prends adresse et que je le déplace ici, si j'imprime, je vais récupérer bien l'adresse en troisième position. Voilà. Donc avant, qu'est-ce que je faisais? Comme je disais, j'utilisais des états rapides et puis l'utilisateur
faisait son état rapide pour avoir l'impression qu'il voulait. À noter, si je fais un clic sur l'entête, je peux également changer le contenu d'une colonne. Donc comme ça me fait une modification de plus. Je vous montre le code, vous retrouverez ça dans les bases qui sont sur la clé, ou plutôt j'ai fait une mise à jour, ça serait sur le serveur. Donc ici, si j'ai un clic contextuel, je vais forcer le clic contextuel. Si j'ai un clic contextuel, je récupère le nom de l'objet qu'elle focus, donc la listbox. Je vais lire la table source de cette listbox. Et donc je vais créer un menu dynamique avec tous les champs de la table. Donc après, dans nos applications, je fais des filtres sur certains champs, ceux qui sont invisibles, ceux qui sont de certains types. Mais le principe, il est là. À la fin, ça m'affiche le menu dynamique. Et donc, je vais pouvoir changer une colonne. Après, je récupère les différentes colonnes de la listbox avec la fonction listbox_getArrayed. Je récupère la colonne qui a été cliquée dans l'entête. Je cherche la position de cette colonne dans le tableau de pointeurs de chaque colonne. Donc on va retrouver dans ce tableau-là les différentes colonnes, les différents champs de la table. Et je supprime la colonne à remplacer et j'insère une colonne avec le nouveau champ. Et au passage, je change avec objet setTitle, je change le titre de la colonne avec le nom du champ en structure. Voilà. Donc maintenant, si j'imprime ma listbox, je vais bien retrouver le téléphone en deuxième colonne et l'adresse en troisième colonne. Voilà, téléphone, adresse. Donc pour faire ça, comment on procède? On va utiliser une listbox vide et un objet qui va nous permettre de passer de la listbox telle qu'elle est affichée à la listbox imprimée. Donc dans la première méthode, impression récup listbox, je lui passe le nom de la listbox et je récupère avec la commande listbox_getArrayed tous les paramètres de la listbox, le nom de l'entête, le nom de chaque colonne, les variables de chaque colonne, et ensuite je crée un objet avec en premier paramètre dans un tableau objet la source de la listbox, et ensuite autant de lignes à cet objet que j'ai de colonnes. Bon, j'aurais pu faire un objet avec un tableau d'objets à l'intérieur, mais j'ai voulu pareil simplifier. Également, je vais pouvoir utiliser derrière différentes informations. Donc voilà, je récupère le nom de la listbox, sa largeur aussi, et le titre. Et pour aller plus loin, je peux récupérer aussi, est-ce que c'est une colonne avec une formule et le type de la formule. Ce qui me permettra aussi de recréer des listbox de type formule. Et ensuite, je lance l'impression de la listbox. Donc je vais charger un formulaire avec une listbox vide, aucune colonne, et grâce à l'objet, je vais créer par programmation les différentes colonnes. Donc dans la méthode objet de la listbox, je récupère mon objet, je lis la table source et je fais listbox setTableSource, et ensuite avec les obget, je récupère autant de fois qu'il y a de colonnes dans mon tableau TOBParam, le nom de la colonne, la variable vers laquelle pointe la colonne, le nom de l'entête, est-ce qu'il y a une formule,
et ainsi de suite. Et donc j'insère soit des colonnes standards, soit des colonnes de type formule s'il y a des formules. Et à la fin, je change le titre de l'entête de chaque colonne et je récupère aussi la largeur des colonnes, ce qui me permet de changer leur largeur. Voilà. Sur le mécanisme d'impression, par rapport à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ouvre toujours un job d'impression, je charge mon formulaire. C'est à ce moment-là que la méthode surchargement du formulaire s'exécute et que ça me recrée les colonnes de la listbox. Et ensuite, j'imprime ma listbox en changeant les coordonnées pour la hauteur. Donc si je reviens ici, si je change par exemple la largeur de téléphone et que j'imprime, ça va redimensionner ma colonne téléphone en fonction de ce que j'avais choisi. Par contre, évidemment, j'ai ma colonne prénom à l'élément gênant. Voilà. Au passage, donc, je vous ai parlé des états rapides, je vous ai mis un petit bonus sur le site web de téléchargement. On peut également utiliser l'objet pour aller créer un état rapide. Donc si par exemple ici je mets le prénom, donc ID, téléphone, prénom, adresse, etc. Éditer. Ça m'a créé un modèle avec ID, téléphone, prénom, adresse, date de naissance. Donc on peut aussi faire des listbox vers les états rapides en utilisant les commandes de standard de création d'un état rapide, QR, new off-screen area, et puis ajout des colonnes avec QR insert colonne. Donc c'est aussi une autre option d'impression à partir d'une listbox. Maintenant, l'utilisateur se dit, tiens, puisque je ne vois pas l'adresse, je vais passer en format paysage. On va avoir la même problématique que tout à l'heure, c'est-à-dire que de la même façon qu'il faut que je resize ma colonne, ma listbox en hauteur, il va falloir que je tienne compte de la largeur du papier pour resizer ma listbox en largeur. Voilà. Donc là, ça va être le même principe. Je suis en portrait, j'ai une impression normale. Maintenant, j'agrandis mes colonnes, je passe en paysage, et donc je vais calculer par rapport à la largeur de ma feuille de papier pour avoir occupé toute la largeur de mon impression. Et donc là, ça va être le même principe. Ici, j'utilise la commande getPrintable area, mais en plus je lui passe le deuxième paramètre optionnel pour récupérer la largeur de la zone d'impression. Et ici, en plus de regarder la hauteur, ici je calcule la largeur optimale et je change à la fois la largeur et la hauteur de ma listbox. Donc c'est le même principe, mais pour la largeur. Par contre, il manque un test dans le if, Oui. H et Y. Il manque la même chose pour le... Exactement. S'il n'y a que le D qui change. Ouais. Faut bien que je vous laisse un peu de travail à faire. Normal. Voilà. Ici, j'ai rajouté les lignes sélectionnées. Bon, rien de spécial. Si je sélectionne 4 lignes dans ma listbox et que je fais imprimer les lignes sélectionnées, il récupère l'ensemble des lignes sélectionnées de la listbox et il imprime juste les lignes sélectionnées à partir de cet ensemble-là. Je récupère quand même notamment l'ordre de tri de la listbox pour pouvoir, une fois que j'ai récupéré l'ensemble,
retrier en fonction de l'ordre de tri de la listbox pour que ça soit vraiment imprimé avec ce qu'il a sélectionné dans l'ordre où c'était imprimé. Et après, je récupère ma sélection. Donc voilà, j'utilise la commande sens de tri de est-ce que l'entête de la colonne cliquée est sur 0, 1, pour ça, enfin 1 ou 2 pour savoir si c'est trié et sur quelle colonne c'est trié. Voilà. Maintenant, multicolonne. Donc, si je fais des grosses colonnes, l'inconvénient, c'est que j'aurais beau me mettre en format paysage, ma feuille elle n'est pas assez large pour tout imprimer. Ici, ça va me couper mon adresse si j'ai des grandes adresses. Donc l'idée, ça va être de faire plusieurs impressions si c'est nécessaire, c'est-à-dire que je vais compter sur cette page-là, je peux imprimer la colonne ID, la colonne nom, la colonne prénom, la colonne naissance, la colonne adresse, et puis les autres colonnes je ne peux pas, donc je vais relancer une deuxième boucle d'impression, donc je vais avoir deux boucles l'une dans l'autre, pour repartir à imprimer à partir de la colonne 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Donc multicolonne. Donc je fais mon impression, format portrait. Donc il m'a imprimé ID, nom, prénom, naissance, il l'a agrandi pour qu'elle prenne toute la largeur. Voilà, donc j'ai 2 pages naissance, 3 pages naissance. Et puis ici, il repart sur adresse, code postal, ville, téléphone. Et donc là, je vais bien avoir tout. Ce qui est un avantage par rapport à QR Report, qui lui n'imprime que ce que vous avez sur la première page. Si on revient sur QR Report ici, état rapide, si j'ai des colonnes qui vont au-delà de la barre rouge, ça ne sera pas imprimé. Donc du coup, ça devient presque un peu plus avantageux sur ce point-là. Donc, si on regarde le code, ici, on a un form load. Alors, ça ne va pas être la bonne page. Voilà, 4, voilà, c'est cette page-là. Okay. Donc c'est une nouvelle méthode, de façon à avoir des méthodes qui se compliquent progressivement. Donc ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai un premier repeat au-dessus du form load, et donc je vais avoir mon tableau de colonnes, et tant que je ne suis pas arrivé au bout de mon tableau de colonnes, je vais continuer à boucler et à recharger le formulaire. Et donc la première fois, je charge le formulaire, et quand je charge le formulaire, je vais ajouter des colonnes. Donc je vais ajouter des colonnes. Donc c'est un autre formulaire parce qu'il n'a plus la même méthode objet, la même méthode formulaire. Donc ça va être celui-là. Méthode, formulaire, projet. Voilà. Et donc, dans ce formulaire-là, je vais boucler sur le tableau de colonnes, mais je vais, à chaque fois que je change la largeur, ajouter la largeur de la colonne que j'ajoute et la comparer à la largeur du papier. Si je vois que la colonne dépasse de la largeur du papier, je rajoute pas la colonne, j'arrête là, j'agrandis la dernière colonne et je repasserai pour une deuxième boucle. Ok. Donc, et j'utilise l'indice 0 du tableau de colonne pour stocker à quel numéro de colonne je me trouve.
Donc ici, si je peux faire autant que je veux. Je peux faire un coefficient, donc je peux décider d'imprimer à 50%. Donc dans mon objet que je transmets à mon formulaire d'impression, je prends en compte le coefficient, et donc j'ai multiplié la largeur de mes colonnes par 50%, et j'ai aussi un petit algorithme sur la taille de la police pour la changer en conséquence. Et donc je peux demander à ajuster la largeur pour que ça tienne dans ma page en largeur. Du coup, j'ai toutes mes colonnes sur une seule page, et puis après, autant de lignes, autant de pages que nécessaire pour imprimer toutes les lignes. Voilà. Donc on va retrouver donc la méthode. Ici, je récupère, si j'ai cliqué sur ajuster pour que toutes les colonnes tiennent dans la page, du coup, je fais un calcul par rapport à la taille du papier. Je calcule d'abord la largeur totale de toutes mes colonnes en taille réelle. Je fais un rapport de taille par rapport à la largeur du papier, ce qui me donne mon coefficient, que je vais appliquer ensuite à la largeur de toutes mes colonnes. Et également, je récupère le coefficient pour mettre à jour aussi la taille des polices. Et donc, je fais un objet set font size sur ma listbox. Et alors ça, c'est un point important, c'est que même si vous avez mis dans vos formulaires la hauteur égale à une ligne, on pourrait penser que le fait de faire un object set font size, du coup la taille de la police change, donc la taille de la ligne va changer, mais a priori non, sauf si ça a été changé dans une version plus récente. Je suis obligé de refaire un listbox set row 8 pour refaire exactement ce qui est déjà en structure pour que ça soit pris en compte. Sinon ça ne serait pas pris en compte, donc ça c'est un petit piège sur lequel on peut chercher un certain temps. Ok. Après des options, alors par exemple imprimer l'entête sur toutes les pages. Donc par défaut il m'imprime l'entête. Si je fais imprimer, alors c'est un bouton à 3 étapes, c'est pas très ergonomique mais c'est pratique. Donc par défaut j'ai l'entête sur toutes les pages. Maintenant je vais imprimer l'entête sur aucune page. Et donc je vais ne plus avoir d'entête. Voilà. Donc je n'ai plus d'entête. Et donc dans la méthode sur formulaire, je cache l'entête. Alors je vous rappelle, pour une listbox, pour pouvoir, alors on ne voit pas les propriétés, elle doit être sur le côté, ma fenêtre propriété. Pour pouvoir afficher le pied de page ou afficher l'entête, il faut qu'en structure vous ayez coché afficher le pied de page et afficher l'entête. Sinon vous aurez beau faire montrer l'objet, un objet d'entête, ça n'apparaîtra pas. A l'inverse, si vous avez mis je veux afficher l'entête ou afficher le pied de page, pour cacher l'entête ou pour cacher le pied de page, il suffit de dire je veux cacher pour juste un des pieds de page ou une des entêtes. Et donc c'est juste la méthode object set visible qu'on va utiliser pour ça. Alors, donc j'ai un object set visible caché quelque part.
Voilà. Donc ici, j'ai un objet set visible. J'ai un peu compliqué les choses, dans le sens où je me suis aussi donné la possibilité de n'imprimer l'entête que sur la première page. Donc si je fais imprimer l'entête sur la première page, du coup il m'imprime quand même l'entête sur la première page ici, puis la page suivante j'ai pas d'entête, la page suivante j'ai de nouveau une entête parce que c'est une nouvelle colonne, puis la page suivante j'ai plus d'entête puisque c'est la continuité des lignes de ça. Et donc ça complique un peu le code parce qu'il faut savoir est-ce que j'en suis à la première page de cette série de colonnes ou pas, etc. Pour finir, ici j'ai fait simplement ce qui me paraît naturel. J'imprime les premières colonnes, puis toutes les lignes, puis ensuite la colonne restante pour toutes ces lignes, mais on pourrait avoir un utilisateur qui nous dise, plutôt que d'avoir les 6 premières colonnes, les lignes, puis ensuite les lignes restantes des 6 premières colonnes, puis ensuite la 7e colonne, moi je voudrais avoir les 6 premières colonnes avec les lignes qui tiennent sur une page, puis en deuxième page, la 7e colonne avec les lignes correspondantes, puis en 3e page, voilà. C'est pas dur ça. Non, c'est pas dur, mais... Donc comment est-ce qu'on ferait? On change les boucles. Alors, on change les boucles, exactement. Donc il y a 2 choses à faire. On va inverser l'ordre des boucles. Et puis la deuxième chose, on a vu ça au début de la présentation, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc effectivement, je change l'ordre des boucles. Donc du coup, ma boucle principale, ça devient la boucle. Est-ce que j'ai fini d'imprimer toutes les lignes? Et ma boucle intérieure, c'est tant que j'ai pas fait toutes les colonnes. Voilà, donc effectivement, comme vous dites, on inverse les boucles. Et ensuite, j'utilise la commande listbox get print information pour savoir le nombre de lignes qui ont le numéro de la dernière ligne qui a été imprimée, puisque quand je vais recharger mon formulaire, je vais recharger je vais imprimer mes 6 premières colonnes avec par exemple 100 lignes, puis je vais recharger mon formulaire. Et là, il va falloir que je réimprime les 100 premières lignes. Donc et puis, quand je vais refaire le deuxième tour, il va falloir que je lui dise imprimer de 101 à ce qu'il peut, et ainsi de suite. Et donc, comme je vais avoir récupéré ça, au début, je dis c'est la ligne 1. Je vais utiliser la commande qu'on avait vue, object scroll, voilà. Object set scroll position, pour me placer et imprimer à partir des lignes restantes. Bien. On a fait le tour des principales informations. Et imprimer les pieds. Alors, imprimer les pieds, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire en tête, il y a moyen de les empêcher de... C'est-à-dire qu'en structure, ici, alors en structure, en admettant que j'ai des pieds ici, donc il va falloir qu'en structure, j'ai activé pour ma listbox les pieds, voilà, afficher les pieds. Ah, ici, dans l'impression. Enfin, dans les deux, parce que c'est pas la peine que... Si j'ai pas de pied dans ce qui est affiché, j'ai pas de pied affiché dans mon impression. Donc ici, j'affiche les pieds. Et dans mon impression, il faut que j'imprime les pieds. Alors c'est la listbox, c'est LB, je cherche colonne, c'est celle-là. Donc ici, il va falloir également que
Donc les en-têtes sont activées et je vais aussi activer les pieds. Donc ça, c'est la base. Mais dans tous les cas, il faut définir qu'est-ce qu'on met dans les pieds de toute façon. Après, il va falloir définir, mais ça, c'est l'utilisateur qui le définit, effectivement. Donc si je reviens sur ici, donc maintenant j'ai des pieds, et si j'imprime, j'ai les pieds qui sont ici, d'accord? C'est la ligne blanche qui est ici. Et donc comme je l'ai indiqué, les pieds, si je veux les cacher, il faut que je fasse au moins pour l'un des pieds un object set visible à faux. Donc du coup, là où je récupère, voilà. Donc dans la méthode objet de ma listbox, méthode formulaire objet, c'est la listbox option, voilà. Il va falloir que je récupère, déjà dans l'objet que je crée, je vais analyser ma listbox affichée pour voir le tableau des pieds, quel type de calcul il y a dans les pieds, etc. Je vais les mettre dans mon objet. Et ensuite, quand je vais créer l'objet ici, je vais regarder est-ce qu'il y a une variable de type pied. Si c'est le cas, je l'appliquerai à mon pied de page, c'est déjà prévu en fait. Je l'appliquerai. Ici, si le PP nom est différent et n'est pas vide, ça veut dire que j'utilise des pieds et je vais créer les pieds. Et ensuite, je cacherai ou je ne cacherai pas au moins un des pieds pour que ça apparaisse. Donc c'est juste une petite évolution de l'objet et la programmation de la listbox est déjà prévue pour ça. D'autres questions? Concernant l'aspect visuel, quoi, plutôt pas visuel, mais de l'impression des bordures de listbox et notamment des en-têtes de listbox, qui dans l'impression reprennent le style écran, ce qui n'est pas très heureux en fait, parce que souvent l'impression ça donne un dégradé qu'on ne veut pas voir. Est-ce qu'on a possibilité, parce que j'ai eu beau, alors en tout cas en V15, cocher aspect système, et ça fait quand même un dégradé. Et si on a eu le malheur d'avoir un tri, ça nous met le symbole du tri de la colonne avec un truc pixelisé. Ouais, bah déjà si on... Dans le formulaire, donc formulaire d'impression détaillée, impression, plutôt choisir impression. Mais je sais bien, mais déjà ça change un peu l'aspect, c'est ce qui est dit dans la documentation, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut utiliser ça pour améliorer l'aspect. Mais on n'a pas une main énorme sur l'aspect de la listbox. Par contre, sur l'histoire si je reviens sur ta dernière remarque, sur l'histoire du sens de tri, tu peux au moment où tu crées ta listbox dans le formulaire d'impression, récupérer le pointeur sur le bouton de l'entête, le mettre à 0 et du coup tu n'auras au moins pas le petit symbole. Ça c'est ce que je fais. Voilà. Il n'aurait pas intérêt à rajouter dynamiquement à l'impression une fausse ligne qui correspondra à l'entête. Ça dépend du budget, de votre temps, de votre budget, mais ça peut être une idée, effectivement, c'est de créer dynamiquement avec des duplicates, autant de boutons que nécessaire, bien resizer, les poser juste au-dessus, de cacher la véritable en-tête. Et là, vous avez des en-têtes qui correspondent à ce que vous voulez. Non, je ne pensais pas à ça. Non, mais ça serait une solution. Tel que c'est là, finalement, on a nos lignes à imprimer, mais on pourrait ne pas imprimer les en-têtes, ajouter avant la première ligne une ligne par programmation à qui on donnerait un style. Ça peut être aussi une idée. Vous voyez, moi, je vous ai donné des bases après, qui sont déjà pas mal avancées, je pense. Et après, vous pouvez améliorer le système. Voilà, donc on a fait les démonstrations. Donc je vous remercie.
Merci, j'espère que je vous ai laissé une bonne impression.